Donc, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 10e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, organisé donc conjointement avec le séminaire Aventure industrielle de l'École de Paris du Management. Nous consacrons le séminaire d'aujourd'hui au territoire d'industrie Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Bassin de Joinville. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Grosjean, directeur de Gaming Engineering et référent industriel du dispositif territoire d'industrie, Madame Rollo, chef du service développement territorial à la région Grand Est, et Madame Simon, gérante de Carbo France. Donc, avec eux, nous aborderons la mise en place du dispositif territoire d'industrie, les stratégies des industriels en lien avec les différents plans qui viennent d'être annoncés par le gouvernement, la problématique du foncier et puis les effets de la crise sanitaire sur les volumes de production. Comme d'habitude, nous serons donc deux animateurs, Thierry Veil, professeur à Mines ParisTech, et moi-même, chargée d'études économiques à la Fabrique de l'Industrie. Et à noter que l'organisation de ce séminaire a bénéficié de l'aide de Pierre Elie, qui était stagiaire chargé d'études à la Fabrique de l'Industrie. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Rollo pour une présentation générale du territoire, donc Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Bassin de Joinville, de ses spécificités, et pour nous faire un retour sur la mise en place du dispositif territoire d'industrie sur le territoire, son déroulé et la description de certaines fiches actions. Je vous laisse donc la parole, Madame Rollo. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais tenter en une quinzaine de minutes de vous présenter notre territoire, ses particularités et surtout vous faire un retour d'expérience de la mise en œuvre de la démarche territoire d'industrie sur notre territoire. Donc déjà, me présenter, donc Lydie Rollo, donc je suis sur la maison de la région de Saint-Dizier-Bar-le-Duc. Donc la région Grand Est a découpé son territoire en 12 maisons de région. J'ai une carte support normalement pour vous présenter effectivement ce découpage territorial pour une meilleure compréhension assez rapide. Donc on a toujours le siège du conseil régional qui est à Strasbourg, deux hôtels de région à Châlons et Metz. Et donc la mise en place de maisons de région. Donc vous voyez, ce sont ces découpages de couleurs. Avec ces implantations qui visent à répondre à des enjeux de proximité sur les territoires et une décentralisation de l'action régionale. Donc, en orangé assez clair, sur le centre de la région Grand Est, on retrouve Bar-le-Duc-Saint-Dizier. Donc, nous sommes une agence BICIT. Et l'intitulé de ce séminaire, hein, Nos territoires jouent avec les frontières, effectivement, puisqu'on est à cheval sur trois départements, trois bouts de départements et deux ex-régions. Donc la Champagne-Ardenne et la Lorraine, et les trois bouts de département, on a le bassin Vitria, le Nord-Haute-Marne et le Sud-Meuse, ce qui crée une richesse, mais aussi une multiplicité d'acteurs dans la mise en œuvre. Donc le territoire d'industrie qui nous occupe aujourd'hui, hein, Vitry-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Joinville, et comprend 8 EPCI sur les 12 que compte notre maison de région. Et ces 8 EPCI sont également répartis sur les trois départements, Marne, Haute-Marne et Meuse, donc, que compose notre maison de région. À noter tout de même que dans le premier découpage des territoires d'industrie, on peut peut-être passer la carte de territoire d'industrie, voilà. Le bassin de Joinville à Champagne était rattaché donc au territoire d'industrie de Chaumont-Langres. Pour des questions de cohérence territoriale, déjà le fait qu'il soit rattaché à notre maison de région, c'était quand même plus simple. Et puis, il y a un sujet commun entre deux communautés de communes qui sont les Portes de Meuse et ce bassin de Joinville, puisqu'il est le futur centre d'enfouissement des déchets qui est en proximité, qui les concerne d'emblée. Donc, voilà, il était plus cohérent de changer ce périmètre de territoire d'industrie, donc ce qui était demandé dès l'initiative de la démarche, et désormais, donc, Joinville fait partie de ce territoire, Vitry, Saint-Dizier, Joinville, Bar-le-Duc. Alors, juste une présentation assez rapide de notre territoire. Hein, donc, notre territoire d'industrie, notre maison de région est un territoire quand même à dominante rurale. Avec une population à peu près 220 000 habitants sur le périmètre de notre maison de région. Un territoire marqué par une déprise démographique. Donc, si on regarde de 68 à 2015, on a perdu près de 12% de population de manière globale. Donc, avec un déficit important de population plutôt jeune, hein, de 15-35 ans, qui ont tendance à quitter le territoire. C'est surtout ce sol migratoire négatif, hein, qui impacte effectivement notre démographie. Donc, cette moindre attractivité de notre territoire est une problématique récurrente.
Et un impact aussi des caractéristiques de la population, puisqu'on a des personnes de moins en moins mobiles, plus âgées et moins qualifiées. En sachant que notre territoire aussi n'a pas de représentation de centre universitaire, hein, ce qui crée aussi un déficit de personnes qualifiées. Sur notre territoire est historiquement industriel, un passé industriel assez fort, avec des activités de fonderie, de métallurgie, de mécanique. Et l'industrie constitue encore un point important dans le tissu productif local. Il y a bien sûr des restructurations suite aux crises successives, avec des pertes d'emplois, mais aujourd'hui, la présence du tissu industriel est plus diversifiée, à côté des activités plutôt historiques comme celle de la fonderie, hein, puisque pour rappel, le bassin Haut-Marnais, par exemple, est le premier bassin européen dans le domaine de la fonderie. Donc, plus diversifié, je disais, avec la production d'autocars, des industries agroalimentaires, une présence aussi dans l'aéronautique, avec l'implantation de l'entreprise Safran, par exemple. Et puis, une volonté aussi de nos territoires, une politique volontariste vers sobriété énergétique, avec de nouveaux débouchés, notamment sur l'éolien, si on parle du bassin Vitria, des énergies biomasse, du fait notamment de présence de surfaces boisées importantes. Un territoire aussi, je disais peu peuplé, pour vous situer, la plus grosse la plus grosse ville plutôt compte à peu près 26 000 habitants. Et on a 2 communautés d'agglos qui sont distantes à peu près de 25 km. Alors, pour la démarche territoire d'industrie, la mise en œuvre de la démarche. Donc, cette démarche territoire d'industrie, donc elle était co-animée par la région, enfin les maisons de région et aux côtés de l'État. Du fait des découpages administratifs, donc les EPCI, forcément, n'avaient pas spécialement l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça a aussi conditionné la mise en œuvre et le déroulement de la mise en place de cette démarche. Donc, pour rappel, cette démarche a été aussi mise en œuvre dans un calendrier très contraint. Donc, nous avons démarré une formation en avril 2019. Les premières réunions se sont tenues, il me semble que c'était en mai 2019, avec nécessité de produire des fiches actions pour fin juillet, début août, une présentation, un speed dating au mois d'octobre et une signature du contrat au mois de novembre. Donc, dans un premier temps, il fallait déjà définir les acteurs associés à la démarche. Donc, déjà, quels étaient les élus ou techniciens de chaque EPCI qui allaient participer à cette démarche. Les partenaires institutionnels, tels que Direct, CCI, Banque des Territoires, Business France, et ainsi de suite. Ce qui n'a pas toujours été simple de trouver le bon interlocuteur, puisque comme nous étions sur 2 ex-régions, Lorraine et Champagne-Ardenne, certains opérateurs sont encore organisés sur le périmètre des anciennes régions. Donc voilà, il fallait aussi définir notre relais et puis aussi définir quels sont les industriels qui seraient associés à la démarche. Donc pour ce faire, j'ai sollicité donc chacune des EPCI, communauté de communes, communauté d'agglos, qui elles-mêmes ont repéré les entreprises qu'elles souhaitaient associer à cette démarche. Donc en tout, nous avons une 60aine d'entreprises qui ont été listées et invitées régulièrement pour participer aux différents groupes de travail d'information. En sachant qu'on n'a pas de réseau non plus d'entreprises spécifiquement constituées sur le territoire, on n'a pas de cluster, de clubs spécifiques. Donc, il y a aussi cet aspect de mobilisation des industriels qui n'a pas été forcément évident. Donc, nous avons mis en place dans un premier temps, à partir de début mai, des réunions d'information distinctes, orientation donc, des institutionnels, des entreprises, des partenaires, puisqu'il me semble que les niveaux de langage n'étaient pas les mêmes et les attendus pour représenter cette démarche et son contenu. Rapidement, nous avons mis en place des groupes de travail, des réunions avec des groupes de travail sur les thématiques en fonction des 4 axes définis par la démarche. Nous avons eu un support d'une AMO à un moment ou à un autre sur deux séances, sur un renfort dans cette animation, qui
qui n'a pas été simple à intégrer dans le déroulé de la démarche, puisqu'il y avait une entrée un petit peu particulière, pas forcément la connaissance effectivement des acteurs et des territoires. Donc, si ça peut être un apport méthodologique, bon, dans la continuité de l'action, voilà, c'est pas ressenti comme un apport méthodologique vraiment très prégnant. Donc, pour la mise en place, enfin, ce que je veux souligner aussi, c'est que dans la mise en place de cette démarche territoire d'industrie sur le périmètre de notre maison de région, ce qui était facilitant aussi, c'était une communication assez aisée et très fluide avec les référents de l'État, notamment le sous-préfet de Saint-Dizier, le secrétaire général sur la Meuse, avec lesquels j'ai eu des échanges vraiment facilitants. Voilà, ce qui était aidant aussi pour la mise en place de cette démarche. Il a fallu, donc pour les fiches actions, il a fallu effectivement définir. Donc, comme je vous l'ai dit, la démarche est mise en place très rapidement. Il y a des idées, des projets qui ont pu faire consensus pour définir et écrire des fiches actions. Donc, je pense notamment à la fiche PAC Accueil, qui est sortie aussi d'une réflexion qui était déjà engagée, bien mature, notamment sur la communauté d'agglo de Saint-Dizier. Mais le fait que cette action soit précipitée, très timée, on a manqué à un moment, il me semble, de hauteur pour avoir une réflexion plus globale sur certaines thématiques et une démarche conjointe mieux coordonnée. On le verra notamment sur le sujet des friches. Voilà, on aurait peut-être pu aller plus loin. Donc, toujours est-il qu'on a répondu au challenge puisqu'on a rédigé le protocole et on avait 5 fiches actions sur chacune des thématiques à présenter au speed dating de septembre. Speed dating où l'ensemble du territoire, enfin des acteurs se sont vraiment impliqués puisqu'il y avait au moins 10-12 personnes présentes à ce speed dating et chaque chef de projet a été acteur dans la présentation de ces fiches en lien avec les élus du territoire qui étaient aussi fortement impliqués. Alors, nous avons une gouvernance un petit peu particulière hein, sur ce territoire d'industrie. Normalement, il était attendu un binôme entre un élu et un industriel. Du fait du découpage particulier de notre maison de région et ces acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, on n'avait pas spécialement de lead. Donc, on a décidé d'avoir ces comités de projets locaux, mais avec le respect d'un quorum, c'est-à-dire la présence à minima de 4 élus sur les 8 et au minimum de 2 industriels. Ce qui fait qu'on a effectivement des décisions qui sont collégiales à chaque comité pour les orientations, les positionnements de nouveaux sujets sur des fiches actions. Alors sur les fiches, hein, si je reviens sur les fiches, vous voyez on a des fiches qui ont été positionnées sur chacun des axes, avec, comme nos territoires, je vous l'ai évoqué, un déficit d'attractivité, c'est un sujet prégnant et on a 4 fiches sur ce sujet. Sur le volant innovation aussi, on a 4 fiches, dont 2 qui sont liées à une étude qui avait été conduite par l'ACAPI, qui a été rapprochée au dernier comité sur le territoire d'industrie, sur la régénération des salles de fonderie et leur valorisation. La fiche sur le sujet de recrutement-formation, PAC Accueil, et une sur un parc d'activités à venir. Et là, je laisserai Madame Simon qui en parlera, puisque son projet d'implantation Carbofrance est en lien direct avec ce parc Innov, avec un volet simplifié, hein, notamment sur des démarches d'urbanisme hein, qui posent souci aujourd'hui dans le déploiement de ce parc d'activité. Alors, c'est vrai que le portage de cette animation par notre maison de région demande forcément du temps. Il faut aussi maintenir la dynamique qui avait été engagée par la démarche, qui a été bousculée forcément par la crise sanitaire que l'on vient de connaître et la période de confinement. Et impacté aussi, on attendait aussi le renouvellement des équipes municipales hein, suite aux dernières élections. Donc, nous avons un prochain comité de projet local qui est programmé le 30 septembre et la volonté, c'est vraiment de impulser un élan dans le portage de cette démarche. Donc, dans un premier temps, j'ai demandé une mise à jour de ces fiches actions par chacun des porteurs hein, pour avoir effectivement une information des avancées qui ont pu être conduites depuis l'inscription dans la démarche territoire d'industrie,
à noter qu'elles sont très variables en fonction des sujets et des moyens sollicités. Si je prends sur le volet simplifié, le préfet, c'est vraiment emparé du sujet sur la fiche accélérée, la mise en œuvre du parc Innov. Il y a le nombre de groupes de travail et j'ai pu entendre effectivement qu'il y a des dessins de solutions et ça a effectivement accéléré le déploiement. De la même façon, le projet de Carbo qui est directement lié. Bon, par contre, on a une fiche comme Parc Accueil où là, on demande effectivement plus du fonctionnement plutôt que de l'investissement, où on à ce jour pas trouvé de solution de financement pour le déploiement de cette prestation qui était attendue pour favoriser l'attractivité, le recrutement de nouveaux arrivants sur le territoire. C'est vraiment un point de vigilance selon moi sur la conduite de ces fiches, c'est vraiment la suite qui sera donnée à chacun des projets pour maintenir l'investissement et la motivation des acteurs partie prenante de la démarche, parce que si à terme, effectivement, on ne voit pas vraiment de plus-value, clairement, on a 3 fiches actions sur lesquelles on a senti que la démarche de l'industrie a été aidante. Pour les autres, aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité ou de retour très prégnant, ce qui peut faire obstacle dans l'utilité de la mise en œuvre. Donc, dans ce nouvel élan que je souhaite mettre en place, donc on va proposer l'animation du groupe de travail d'ici la fin d'année, encadré par des experts, pour proposer des outils, une méthodologie, un calendrier, bien établir effectivement la démarche. Donc, avec 2 sujets. Un qui est vraiment d'actualité, qui est un sujet sur les friches et la reconversion de ces friches. Donc là, ces groupes de travail sont co-animés par la Banque des territoires, l'établissement public foncier Lorrain, l'Agence de développement économique et la région. J'avais tenté d'initier ce même groupe de travail avant le confinement, sur fin 2019, début 2020, porté par les techniciens des communautés de communes, des communautés d'agglo. Eux-mêmes sont déjà fort sollicités, n'ont pas forcément le temps. Donc, il y a vraiment une nouvelle synergie installée, d'où cette proposition qui sera faite le 30 septembre, de pouvoir apporter ce regard, cet appui des experts. Et puis, l'autre sujet sera lié à l'attractivité du territoire avec un atelier qui serait porté et qui a été proposé par un Business France. Donc, en espérant effectivement pouvoir repartir sur une nouvelle démarche. Donc, le défi aussi, qui est un défi important à venir, ce sera aussi de renouveler le volant d'entreprise et puis les projets, puisque sur la 60aine d'entreprises, on a regardé sur le groupe de travail au maximum, sur le comité, on a eu 10 entreprises présentes en simultané. Et par les témoignages de M. Courgeant et de Mme Simon, vous pourrez mesurer leur implication qui était vraiment régulière tout au long de la démarche. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou vous souhaitez des précisions quant à la mise en place de cette démarche sur notre territoire. Merci Madame Rollo pour cette présentation. Je vais me tourner à présent auprès des 2 dirigeants d'entreprise que nous avons le plaisir d'accueillir. Et je vais leur demander tout simplement dans un premier temps peut-être de nous présenter l'activité de leur entreprise, de nous expliquer comment leur activité s'inscrit dans les enjeux du dispositif territoire d'industrie. Je pense notamment à l'enjeu d'innovation et puis aussi en lien avec le plan de relance qui a été annoncé récemment par le gouvernement, comment l'activité de leur entreprise s'inscrit aussi dans les objectifs tels que l'objectif de décarbonation. Je propose de commencer peut-être d'abord par Carbo France, par Madame Simon, et puis je donnerai ensuite la parole à Monsieur Grosjean. Alors, bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, pour vous présenter Carbo France, déjà dans un premier temps, donc Carbo France est une PME basée en Meuse, donc dans le 55, qui a pour vocation depuis 27 ans de fabriquer du charbon de bois à destination des barbecues, majoritairement. Pas que des barbecues, mais également maintenant aussi, on a innové depuis quelques années vers le domaine agricole, mais on fait encore 90% de notre chiffre d'affaires à destination des barbecues. Donc, le côté loisir. Nous terminons cet exercice bilantaire avec 14 millions de chiffre d'affaires, une quarantaine de salariés. Et depuis maintenant 10 ans, nous avons ouvert dans notre petite PME meusienne un pôle innovation, recherche et développement
car dans le métier du charbon de bois, on n'a pas vraiment d'outils vendus sur catalogue pour faire notre métier, pour pour faire notre produit fini, notre charbon de bois. Donc, on a développé en interne depuis 10 ans maintenant, avec la collaboration du CEA Tech exactement, à Metz, un nouvel outil de production. Et avec l'aide aussi financière du GIP, par exemple, entre autres, et de la région. On a réussi à financièrement pouvoir tenir un outil comme le nôtre et à mener jusqu'au bout notre recherche et développer un nouvel outil qui nous permet d'améliorer de 25% notre rendement matière, ce qui est quand même phénoménal. Donc, notre matière première, c'est le bois. On passe de 6 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de charbon de bois, comme on a depuis des années, à 4,5 tonnes de bois, ce qui est donc un rendement phénoménal. Et à l'heure actuelle, au niveau de transition énergétique, on est franchement soucieux des quantités de bois disponibles. On a aussi réussi à obtenir, grâce à ce nouvel outil, une génération d'énergie et une utilisation de notre énergie résiduelle. Quand on fabrique du charbon de bois, on a un excédent d'énergie qui est naturel, qui se fait quotidiennement. Et on a, grâce à ce nouvel outil, on a la possibilité de réutiliser cette énergie résiduelle et d'améliorer la génération d'énergie. On peut aussi, grâce à ce nouvel outil, créer une unité de cogénération, et on va aussi également pouvoir réaliser une chaufferie biomasse qui nous permettra, la chaufferie biomasse, de recycler nos déchets de bois. Pourquoi je parle de déchets? Parce que pour faire du charbon de bois en France, que ce soit nous ou nos confrères, on utilise en fait les connexes de scierie ou les connexes de forêt. Donc, on est déjà des recycleurs depuis 27 ans maintenant, mais on va encore accentuer ce côté recyclage, ce côté développement durable. L'avantage aussi sur ce nouveau procédé qui malheureusement, par contre, lui, prend un peu plus de place que ce que nous avons actuellement depuis 27 ans, c'est que nous allons pouvoir multiplier par 3 notre production. On a énormément de besoins, énormément de demandes. La grande distribution, qui sont nos clients, ont compris l'importance de recentrer la production sur quelque chose de propre, de durable, d'éco-responsable, donc de recentrer clairement leurs achats de charbon de bois sur la France, ou en tout cas l'Europe, la vieille Europe, si je puis dire. Et comme en France, sur la vieille Europe, il n'y a quasiment plus de producteurs de charbon de bois, il n'y a plus que la France qui en produit un petit peu. Ils ont clairement recentré leurs achats sur la France, et donc il y a une demande croissante et très importante de charbon de bois. On l'avait senti venir, c'est aussi pour ça qu'on a développé ce nouvel outil. Par exemple, jusque-là, depuis des années, Carbo France faisait 8 millions de chiffre d'affaires. On était jusque-là 27, 28. Maintenant, on est 40 et on vient de finir cet exercice à 14,2 millions de chiffre d'affaires. Donc, il y a une vraie demande, il y a des besoins. Et à l'heure actuelle, nous, là où on attend ce projet territoire d'industrie, en effet, c'est que Carbo France doit recréer un nouveau site pour réussir à multiplier par 3 sa production, pour installer ce nouvel outil lié au développement de ce prototype. On doit impérativement créer un nouveau site et pouvoir avoir plus de surface pour s'installer. Donc, à quelques kilomètres d'ici, le projet Parkinov est fort intéressant pour nous. Il nous permet d'avoir la surface nécessaire pour développer cette nouvelle usine. Il nous permet également, dans ce projet Parkinov, ce qui est intéressant, c'est les entrants de l'un peuvent être les sortants de l'autre, entreprise en tout cas installée sur ce parc. Et comme nous allons pouvoir créer cette chaufferie biomasse, nous allons pouvoir, et aussi également cette unité de cogénération, nous allons pouvoir, pourquoi pas, commercialiser de la chaleur ou du courant aux entreprises à proximité de notre société, si nous arrivons réellement à aller sur Parkinov. Voilà, donc on a vraiment ce besoin de simplification que Territoire d'Industrie propose au niveau de ses fiches actions. Voilà. Monsieur Grosjean, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc en ce qui concerne Gaming Engineering, on est localisé également en Meuse, donc dans le sud meusien. Donc Gaming Engineering est une start-up qui est basée sur de l'innovation. Clairement, on fabrique des solutions de fixation, en particulier des composants, donc par différents biais de réalisation, en particulier grâce à des procédés de frappe à froid.
On a développé des solutions innovantes qui s'adressent principalement à l'automobile, mais à d'autres secteurs comme celui de l'aéronautique. Clairement, ce qu'on a développé, c'est des solutions qui permettent de faire des mix matériaux, donc des conceptions multimatériaux qui vont intégrer de l'acier, de l'aluminium, mais aussi du composite, pour que l'usage des matériaux soit complètement optimisé dans les designs des véhicules. Objectif de tout ça, répondre à des objectifs forts qui sont ceux de la décarbonation de la mobilité. Donc, en allégeant les véhicules, on va baisser les émissions des véhicules et donc améliorer leur efficience. Il y a des sujets aussi qui sont en lien avec la sécurité des passagers, puisque demain, le véhicule sera autonome, donc le constructeur portera une responsabilité forte en cas d'incident. Donc, on va chercher à renforcer les structures des véhicules. Et pour renforcer ces structures de véhicules, on est amené à intégrer soit à augmenter le poids parce qu'on va augmenter les épaisseurs d'acier, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'allègement. Et donc, là aussi, il faut intégrer des nouveaux matériaux. Problématique de tout ça, c'est que dès lors qu'on intègre autre chose que de l'acier, les lignes d'assemblage des constructeurs ne sont plus adaptées à la fabrication grande série. Donc, il faut recréer de nouvelles usines pour intégrer des solutions de riftage, de fluorissage. Et nous, ce qu'on a développé, c'est une solution qui permet aux constructeurs de migrer sur ces nouveaux designs multimatériaux qui répondent justement aux objectifs que j'ai énoncés juste avant, mais sans investissement. Donc, ça permet de faire une transition technique accélérée et de répondre à ces enjeux-là. Donc, on développe ces technos. Donc, ces technos sont aujourd'hui pris en main par différents constructeurs. Donc les constructeurs français et les équipementiers qui sont spécialisés sur les matériaux dits light, composite et aluminium se sont saisis de l'opportunité. Et on commence aussi à avoir des relations à l'international, donc avec des constructeurs allemands, italiens, mais aussi aux États-Unis. C'est une problématique qui concerne l'ensemble de l'industrie automobile. Voilà, donc c'est un sujet qu'on porte aujourd'hui. Pour pouvoir développer ça, on a monté un bureau d'études et une première phase d'industrialisation, puisqu'on a désormais un outil industriel qui est implanté à Commercy et qui nous permet de produire. Donc, on livre déjà un premier constructeur donc, qui est le groupe Volvo avec donc des solutions de fixation qu'on fabrique donc dans nos ateliers. Donc, voilà un petit peu. Les enjeux sont de différents ordres, puisque contrairement, je dirais, à Carbo France, qui a un historique fort, on est dans une recherche de construction. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des besoins qui sont communs. Alors, on parle de foncier, donc nous aussi, on a cette problématique-là, puisque on cherche à donc créer une nouvelle unité industrielle pour pouvoir se doter d'une capacité de production qui est en cohérence avec les demandes qui sont celles des constructeurs. Et puis, en même temps, on a ce besoin de construire des équipes alors qui sont vraiment variées, dans le sens où on a besoin de personnes au bureau d'études qui sont donc des ingénieurs, mais aussi de former des techniciens à nos techniques de fabrication qui sont spécifiques. Il y a vraiment des enjeux de territoire qui sont forts. Donc, on travaille au travers l'affiche territoire d'industrie pour pouvoir concevoir un système qui va nous permettre d'accélérer notre déploiement et de faciliter notre ancrage sur le territoire. Donc, voilà un petit peu l'état d'avancement de notre projet avec différents enjeux pour les rappeler, le foncier, le recrutement et puis une dynamique locale. Merci beaucoup justement sur cette question de l'enjeu du foncier. Sur votre territoire, donc l'enjeu réside peut-être moins dans la disponibilité que dans les freins administratifs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces freins et comment le dispositif territoire d'industrie peut être à même finalement de limiter et d'atténuer ces freins? Alors, je ferais déjà un parallèle entre disponibilité, parce que effectivement, il y a des friches industrielles qui sont existantes, mais qui méritent d'être réhabilitées pour pouvoir trouver un usage.
Donc, ça veut dire que c'est des locaux qui sont disponibles théoriquement, mais qui le sont à une échelle de temps qui est relativement éloignée, qui n'est pas forcément en phase avec la dynamique de nos projets. Hein. Je parle aussi pour Carbo France. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir accélérer le processus et de créer aussi des locaux qui sont adaptés à nos enjeux industriels. Là, le projet territoire d'industrie est un support important. Déjà, parce qu'on peut exprimer notre problématique et avoir une écoute qui est large, parce que la problématique concerne différents acteurs et c'est difficile de centraliser l'information. Donc, le territoire d'industrie nous permet ça. Derrière ça, on a aussi des acteurs qui se manifestent pour pouvoir appuyer le projet. Donc, les choses ne sont pas encore faites, mais on sent déjà aussi qu'il y a une bonne volonté d'aller dans le sens du support et de nous appuyer dans cette démarche-là. Je vais laisser la parole à Carbo France. En effet, nous, pour le foncier, alors nous ne regardons pas tout ce qui est friche industrielle. On a un besoin qui est quand même assez conséquent. Il va nous falloir à peu près 30 hectares. Mais nous, sur cette zone, c'est encore des terres agricoles. Et nous, la complexité que l'on a, et en effet, je vous rejoins tout à fait, ce n'est absolument pas dans les délais qu'on nous propose au niveau des réglementations. Enfin, ça ne correspond pas aux besoins de Carbo France et à l'urgence de Carbo France. Carbo France, ça fait quand même 3 ans que nous parlons de s'installer sur ce secteur géographique et on a énormément de difficultés. Il y a des freins quotidiens sur tout ce qui est règles d'aménagement. On nous parle, les sols, bon, forcément, sont du côté agricole, ne sont pas prévus pour être industriels. Il y a des quantités industrialisables dans notre département. On ne peut pas aller au-delà, sauf que nous sommes consommateurs de surface quand on fait du charbon de bois, car on doit avoir des stocks relativement conséquents. Moi, je vais devoir, sur ce nouveau site, avoir perpétuellement à peu près 50 ou 60 000 tonnes de bois en stock, ce qui me prend énormément de place. Et à l'heure actuelle, quotidiennement, c'est le sol n'est pas passé en industriel, il est toujours en agricole et ça va prendre du temps et on va reperdre 6 mois ici, 8 mois par là. Tout ce qui est, il faut toute la réglementation. Je comprends qu'il faille suivre de la réglementation, mais entre la DRAC, la DDT, il faut que les routes soient là pour pouvoir le rendre. Pouvoir déposer un permis d'aménager, mais il n'y a pas l'étude sur les routes et enfin, chaque service se renvoie la balle et on a l'impression, nous, de perdre un temps inouï. On a déjà perdu 2 ans pour créer cette notre nouvelle usine en tout cas, parce que tout ce qui est lié au foncier perd un temps phénoménal de par les réglementations en vigueur. Et c'est là où vraiment on attend territoire d'industrie en ce qui nous concerne. Et je vous rejoins tout à fait, Maxime, ça ne correspond pas au délai que l'industriel a besoin et il faut absolument pouvoir accélérer ça. Ouais. C'est vraiment impératif pour nous en tout cas. Je vais juste compléter sur la disponibilité du foncier. On n'a pas un territoire où on a du foncier forcément disponible. Si on prend par exemple aussi sur le comité d'agglo de Bar-le-Duc qui est fortement enclavé, aujourd'hui, il faut absolument effectivement cet enjeu de reconversion de friches est un enjeu majeur puisqu'on a des friches assez importantes qui convient de reconvertir, repositionner rapidement en disponibilité et réutilisable, réexploitable, je veux dire, rapidement par les industriels, puisqu'il n'y a plus de foncier disponible aujourd'hui, par exemple, sur ce territoire. Donc, c'est un vrai enjeu aussi de territoire sur le sujet attractivité, pour effectivement de mettre en avant des possibilités d'accueil pour les activités des industriels futurs. Merci beaucoup. Si l'on continue sur un autre enjeu qui est l'enjeu du recrutement, est-ce que vous rencontrez des problèmes de recrutement? Pour quel type de qualification vous rencontrez des problèmes de recrutement? Et un sujet dont on a déjà parlé lors des précédents séminaires, quid du recrutement des conjoints et conjointes? Est-ce que pour vous, ça représente aussi un frein au recrutement dont vous avez besoin pour votre entreprise et plus généralement sur le territoire? Alors, je vais prendre la parole. On se laisse la politesse, donc je me lance. Donc oui, alors pour le recrutement, alors on a une problématique
qui est un peu particulière, j'en ai conscience. On est sur des process qui sont innovants, donc qui ont des spécificités fortes. On a une technologie qui est déjà peu répandue, donc qui est la frappe à froid. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation en France pour être formé à cette technologie-là. On y apporte une couche en plus avec des nouveaux process, des nouvelles spécificités. Et donc, pour recruter, c'est une première difficulté. Donc là, c'est le recrutement sur la partie production où on a une nécessité, avant d'avoir quelqu'un d'opérationnel, de le former. Et c'est des formations qui durent longtemps. Ce n'est pas sur quelques mois qu'on se forme à ces technos-là. Donc, pour devenir opérationnel, on a besoin, grosso modo, de 18 mois d'implication sur la techno pour avoir un petit peu d'autonomie sur ce type de process. Donc, ça veut dire que là aussi, on revient au délai, comme ce qui était évoqué sur le foncier. Ce n'est pas tout à fait en cohérence avec ce qu'on attend. Donc, pour pouvoir pallier à ça, donc, on a une démarche où, d'ailleurs, on intègre des ingénieurs en apprentissage qu'on va former aux technos qui sont les nôtres. Donc ça, on prépare notre futur de cette manière-là et on le prépare en incluant des jeunes qui sont en école d'ingénieur et donc qui sont en recherche de formation. Donc on va ancrer l'objectif sur le territoire en leur donnant des opportunités professionnelles qui sont intéressantes, de travailler sur l'innovation, de travailler dans des grands groupes et de voir qu'on peut faire ça depuis la Meuse sans aucune difficulté, bien au contraire, parce qu'il y a aussi, parce qu'on parle de nos problématiques, mais on a aussi certains aspects qui sont positifs et qui sont liés à notre territoire. Donc ça, c'est une chose. Et donc, on pallie à ça en intégrant des jeunes qu'on va former et deux, en essayant de recruter vraiment des hyper spécialistes pour pouvoir nous appuyer et avoir du savoir-faire qui arrive sur le territoire. Mais pour préparer l'avenir, dans la fiche territoire d'industrie, on a mis le focus sur la formation. Il y a des choses qui ont été faites avec beaucoup de pertinence pour supporter le projet de Safran. Donc avec là aussi des métiers qui sont liés au composite et qui nécessitent des formations adaptées. Et c'est de reproduire ce qu'on a réussi à faire pour Safran, alors à une échelle qui est la nôtre, on ne s'appelle pas Safran, mais au moins de se dire que c'est intéressant, on forme les gens sur les territoires pour qu'ils travaillent sur le territoire. Et là, on est dans une dynamique qui, je pense, peut être positive et il y a un investissement entre guillemets humain qui est bon parce qu'il se fait sur la zone d'exploitation de ces savoir-faire-là. Je pense qu'il faut aussi travailler, c'est aussi l'intérêt d'une fiche territoire d'industrie, en tout cas de travailler dans cette logique-là. Madame Simon ? Donc, pour nous également, le problème de recrutement est présent au quotidien depuis quelques années maintenant. Pas tant sur le personnel de production, parce qu'on ne demande pas forcément de qualification très particulière. Donc ça, nous trouvons dans le tissu local. Par contre, dès qu'on passe en Bac+3, Bac+5, c'est en effet une réelle difficulté que nous avons à faire venir les gens, hein, les jeunes de ce secteur géographique, Meuse-Haute-Marne. Nous sommes vraiment en limite haut-marnaise. On est sur le secteur meusien, mais tout à fait au sud, limite Haute-Marne. Donc, on est sur les deux départements, si on peut dire. Et les jeunes post-bac quittent ce secteur géographique pour aller faire les études parce qu'il n'y a pas vraiment d'études supérieures à faire dans notre secteur géographique et ne reviennent pas, ou en tout cas pas avant déjà d'avoir fondé une famille éventuellement. Et le côté ruralité là peut-être les intéresser, mais en tout cas c'est très compliqué de pouvoir intéresser des gens, des profils Bac+3, Bac+5. On a mis beaucoup de temps, nous, à former une équipe et on rencontre encore régulièrement, et encore pas si longtemps que ça, on a rencontré en effet la problématique que la compagne ne trouvait pas un travail qui lui convenait, en fait, qui correspondait à sa formation et qui était suffisamment intéressante. Donc, ils ont quitté le secteur géographique. Voilà. Donc, nous, c'est assez présent, en tout cas, pour tout ce qui est post-bac, les difficultés que nous rencontrons. Madame Rollo, si vous voulez compléter.
Donc, les problématiques évoquées par Maxime Grosjean et puis Nadège Simon sont récurrentes, ont été exprimées largement dans le cadre des groupes de travail territoire d'industrie sur le sujet recruter et former, d'où justement la mise en place de cette fiche PAC Accueil. L'idée, c'était vraiment justement d'accueillir ces ressources extérieures, par notamment un accompagnement de la recherche de l'emploi du conjoint, en essayant de promouvoir notre territoire, ne serait-ce que par la qualité de vie qui peut être offerte et qui peut être peut-être plus réceptive après cette période post-Covid, où il y aura peut-être un changement de mentalité, où on cherchera peut-être davantage de quiétude, je ne sais pas. On a des atouts comme touristiques, culturels, c'est aussi d'accompagner sur la démarche logement. Donc le diagnostic était clair par rapport aux besoins. Comme je vous l'ai dit, le problématique, c'est qu'on n'a pas trouvé à faire financer effectivement ce poste, puisqu'on était sur du fonctionnement. Mais ça a vraiment été énoncé régulièrement. Donc sur des niveaux supérieurs, mais ces problématiques de recrutement, on les retrouve aussi sur des niveaux moins, notamment dans l'industrie, puisque si on prend sur les métiers de la maintenance, de l'usinage, déjà sur le rôle en formation, on a vraiment peine à trouver des publics pour intégrer les formations et les former. Là, on arrive effectivement à des résultats, c'est lorsque les entreprises s'impliquent, et encore s'impliquent dès le démarrage de la formation, en affichant clairement les pistes d'emploi proposées, avec des formes de parrainage. Une action qui a été développée par exemple sur les industries fromagères, qui a très bien fonctionné puisque les entreprises étaient vraiment impliquées tout au long du process et affichaient clairement les perspectives d'emploi pour les publics formés. On a essayé de reproduire par exemple le même processus sur l'usinage sur 2 bassins, et là malgré les emplois affichés, on n'a pas pu constituer un groupe suffisant, c'est-à-dire un minimum de 5-6 personnes pour démarrer les actions de formation, malgré une énergie importante qui a été déployée par tous les partenaires et les industriels et une forte application de ceux-ci. Donc le sujet reste quand même complexe dans les solutions à mettre en avant. D'où la nécessité effectivement de ce travail commun, ce consensus avec un écosystème où on a dans le territoire d'industrie une multiplicité d'acteurs d'horizons différents qui nous permettent effectivement de mutualiser nos moyens, nos ressources et puis nos constats pour essayer de trouver des dessins de solutions et surtout d'innover, d'imaginer d'autres réponses. Maxime Grosjean faisait référence aux réponses qui ont été mises en place pour Safran. C'est vrai que c'est une réponse atypique et spécifique sur le territoire. Il faut qu'on arrive effectivement à trouver des réponses telles que celle-ci. Voilà. Et qui puissent s'adapter aux PME également, parce que Andra a bénéficié comme Safran de ces capacités-là. Nous, des petites PME comme Maxime ou nous, ça peut forcément être compliqué d'avoir des montages comme cela. Mais il est clair que la formation, c'est quand même le nerf de la guerre. Nous on s'en est aperçu également. Et par exemple, on a 4 alternants ou contrats de professionnalisation post-bac sur un effectif de 40. C'est immense, mais c'est aussi très compliqué de les trouver. Même déjà, quand on démarre sur l'étudiant, c'est déjà compliqué. Donc, Mais pour revenir sur les PME, les actions vers la formation usinage, c'était justement à destination des PME. On avait mutualisé effectivement leurs besoins de formation. Elles étaient 6 sur le Sud-Meuse et puis 4 sur le bassin Vitria, où justement, en concentrant leurs besoins de formation, on a trouvé une base commune de prérequis pour dessiner un contenu de formation spécifique sur une première étape et chaîner des réponses autres pour des continuités en montée de qualification par rapport aux attendus dédiés à chacune des entreprises. Je profite de la discussion sur à la fois le volet formation et recrutement pour vous poser des questions qui nous parviennent de la part de nos participants. Est-ce que la crise actuelle des débouchés pour les jeunes ne facilite pas paradoxalement votre recrutement ? Et une deuxième question, est-ce qu'il y a une politique d'accueil des cadres qui est développée par le territoire ? On donne l'exemple notamment de Beauvais, où a été mis en place ce type de politique. Je laisse la parole à Madame Rollo. Oui. Alors globalement, si on avait souhaité effectivement la mise en place de cette fiche PAC Accueil, fiche action, c'est qu'on voulait effectivement une politique globale d'accompagnement de cadres de territoire à l'échelle du périmètre au moins de
du territoire d'industrie, voire de la maison de la région, hein, puisqu'il y avait effectivement nécessité de marketer le territoire et d'avoir cette prestation. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse globale pour l'accueil des cadres. Effectivement, il y a de nombreuses expériences qui sont mises en place en France, hein, sur différents territoires. Donc aujourd'hui, ça va être un peu une guerre parce que nombre de régions, nombre de territoires sont confrontés à cette problématique. Il y avait une autre question, par contre, vous pouvez me la rappeler, Caroline, parce que je ne me souviens plus. Oui, la question peut-être qui s'adressait plus directement à Monsieur Grosjean et Madame Simon était est-ce que la crise actuelle des débouchés pour les jeunes ne facilite pas paradoxalement le recrutement pour vous? Madame Simon, Maxime et Nadège, puis je compléterai. Nous, en ce qui nous concerne, non, on a toujours des difficultés à retrouver et même déjà pour le côté étudiant, hein, on doit courtiser les étudiants d'écoles d'ingénieurs de Nancy ou autres pour leur faire comprendre l'intérêt. Enfin, on leur vend vraiment notre dossier en disant voilà, on a une cellule R&D, on est en plein dans la conception d'une nouvelle usine. Enfin, on doit vraiment se vendre pour intéresser. Alors on a déjà on a un produit fini qui en soi n'a pas forcément belle image, hein, voilà, le charbon de bois, c'est noir, c'est pas forcément ultra intéressant, on pense pas forcément à la complexité pour fabriquer ce matériau. On se dit oui, bah c'est du bois, on en fait du charbon, oui, sauf qu'il y a toute une industrialisation en amont pour arriver jusque là, et c'est vrai qu'on doit souvent les inviter à passer une journée, à venir sur le site, à leur présenter. Et non, nous, on a toujours autant de difficultés sur ce côté-là, que ce soit de l'ingénieur déjà avec de l'expérience ou d'étudiants. Hein. On ne voit pas cette crise, en tout cas. Donc, c'est un problème d'attractivité du territoire, plus que de correspondance entre offre et demande d'emploi. C'est ça, oui. Madame Rollo, vous souhaitez compléter la réponse de Madame Simon? Oui, ben, je rejoins tout à fait. On ne voit pas du tout effectivement les effets. Hein. Pour information, on vient de réaliser 2 campagnes de promotion des métiers de l'industrie pour des recrutements dans 4 actions de formation qui vont démarrer là, début septembre. Campagne de recrutement, de promotion des métiers de l'industrie qui devait... c'est un petit peu différent d'habitude dans une campagne de promotion par rapport à une action de formation. Là, on a décidé de faire une campagne de promotion des métiers de l'industrie. Et une fois qu'on avait capté le public, de l'orienter soit vers une formation, soit vers, pourquoi pas, l'orienter vers de l'apprentissage. Enfin, c'était vraiment, effectivement, déjà de sensibiliser ce public. Et sur les 2 campagnes qui ont été faites en utilisant tous les médias, hein, des panneaux sucettes de l'agglo, Internet, la presse, spot radio, enfin... On va tout mobiliser. On a eu sur les 2 campagnes 6 personnes qui ont été touchées suite à ces 2 campagnes de promotion des métiers sur notre territoire, sur les métiers de l'industrie. Donc ça pose question. Donc je veux revenir quand même, on a nos territoires, je pense à une agglo, notamment de Saint-Dizier, qui participe aussi à des salons RH hein, pour essayer de vendre le territoire. Comme le disait Madame Simon, effectivement, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on crée de l'appétence, il faut vraiment aller vendre ce territoire pour inciter des publics à venir travailler dans nos entreprises. Voilà, les jeunes effectivement partent se former, ne reviennent pas spécifiquement. C'est vraiment notre enjeu et un challenge à relever voilà, pour essayer de trouver des solutions pour attirer ce public. Merci. Monsieur Chevalier, il me semble que vous avez une question à poser à nos participants. Je vous donne la parole. Voilà, je ne sais pas si j'ai activé mon micro comme il fallait. Si, très bien. J'ai compris qu'il y avait des problèmes de flux pour monter des formations, c'est-à-dire que les flux étaient trop faibles. C'est un problème général pour les formations dirigées vers l'industrie, c'est qu'on a un faible flux, mais une demande sur tout le territoire. Alors, je me demandais dans quelle mesure vous avez réfléchi à vous associer sur une base un peu plus grande pour mutualiser des formations et aussi utiliser des formations en ligne avec des tuteurs qui se déplaceraient.
sur ce point-là, je me permets effectivement de prendre la parole. La question effectivement est réelle parce que pour monter une équipe qui va être formée, enfin de personnes qui vont être formées et d'avoir une quantité de personnes intéressées par l'information sur le territoire qui est suffisante, c'est toujours compliqué. Donc là, l'intérêt aussi de la fiche territoire d'industrie, c'est d'échanger avec différents acteurs. Je prends l'exemple de l'UMM qui est quand même un porteur de formation, en particulier chez les ingénieurs et sur des formations qui vont jusqu'au bac+5. Ils sont intéressés pour pouvoir nous accompagner et justement créer des modules qui sont adaptés à nos besoins. Donc, la fiche territoire d'industrie a permis, là encore une fois, de porter la voix plus large, d'attirer l'attention et de faire venir un centre de formation qui, en l'occurrence, basé sur Nancy, s'intéresser à ce qui se passe sur le territoire. Et pourquoi pas délocaliser le module de formation à Commercy pour pouvoir le localiser au plus proche des besoins industriels qui y sont associés. Donc, les associations peuvent se faire, mais ça reste compliqué parce que il faut faire venir tout ça à nous sur un territoire qui est pas toujours prêt à accueillir des personnes pour être formées. Et enfin, une dernière question, toujours en lien avec cette… Je vais peut-être ajouter, effectivement, pour compléter la réponse, on réfléchit à des solutions alternatives. Le distanciel commence effectivement à intégrer dans les actions de formation. Donc, si c'est question de mobilité des publics, sur les niveaux supérieurs, on fait bien effectivement des universitaires. On a l'habitude, dans leur culture, souvent de mobilité plus importante que c'est dans les niveaux, je dirais, infra-bac, où là, on a encore cette difficulté de déplacer certains publics. On a effectivement parlé des difficultés de recrutement, par exemple sur l'usinage. On a pensé mutualiser effectivement des formations de différents bassins, mais voilà, on se heurte toujours à cette problématique de mobilité ou de maîtrise aussi de l'environnement numérique. Sa maîtrise, donc ça aussi, ça demande à monter en compétence des publics avant de les orienter vers des formations distancielles et faire venir des formateurs. C'est une réflexion qu'on avait eue sur la plasturgie, notamment pour une grosse entreprise du bassin Vitria. Formateur qui était vraiment d'un organisme de formation externe, même à la région. Mais là aussi, se posent des questions de disponibilité. Ces équipes formatives sont aussi fortement sollicitées dans un environnement, dans un contexte dans lequel, effectivement, on monte en puissance aussi cette volonté d'élever les niveaux de qualification. Donc, il faut aussi la ressource formative. Une question d'un de nos participants est quelles écoles sont potentiellement recherchées pour vos recrutements? Donc plutôt à destination de Madame Simon ou Monsieur Grosjean. Monsieur Grosjean? Oui. Alors, en ce qui nous concerne, donc, pour citer quelques écoles, on travaille avec l'ENIM, qui est sur Metz, qui a une spécialité génie mécanique. On travaille avec l'INSIC, donc les mines de Nancy, avec une spécialité qui est suivie donc à Saint-Dié. On travaille avec l'UTBM, donc avec différents types d'écoles d'ingénieurs et qui ne sont pas forcément localisés à proximité directe. Ça aussi, c'est une problématique parce que c'est vrai que l'apprentissage fait que l'ingénieur en formation doit avoir deux lieux de vie, celui de son école et celui de son entreprise. Et c'est déjà une première complexité. Donc déjà pour accueillir ces jeunes sur les territoires, c'est un premier point de difficulté. Alors, là aussi, la fiche territoire d'industrie a été un support parce que ça a permis de mettre des élus, de mettre différentes personnes qui ont une capacité d'action à au moins considérer la problématique. Aujourd'hui, en ce qui concerne le projet de Gaming Engineering et autour de Commercy, la réponse n'est pas complètement donnée, mais il y a des pistes qui montrent que ça va se structurer et la problématique va tendre à
se résoudre. Et en attendant que ça se structure, il y a des marques de bonne volonté qui ont été exprimées par les élus locaux et qui ont trouvé des solutions justement pour permettre à ces ingénieurs de se localiser dès maintenant à Commercy, puisque quand on les recrute pour les former, là on est sur des apprentissages qui durent 3 ans. C'est un vrai investissement de les intégrer. Donc, hors de question de le faire simplement pour un temps de formation. L'idée vraiment, c'est de préparer nos futures équipes. Donc, le fait de pouvoir montrer que le territoire est déjà prêt à les accueillir et à les former, c'est super important. Donc, voilà un petit peu comment on procède pour pouvoir les intégrer. Madame Simon? Oui, en ce qui nous concerne, nous également, alors on ne cible pas forcément d'école en particulier. Déjà, pour moi, à mon sens, enfin, nous, les domaines où nous avons dernièrement recherché et recruté, c'est tout ce qui est en lien avec les QSE, qualité, sécurité, environnement. Ça, c'est, on a réussi à recruter une responsable QSE et quelqu'un en rapport, enfin, une étudiante en l'occurrence via le CESI à Nancy. Donc, on a ces domaines-là. On a les domaines de la mécanique des fluides. On a tout ce qui est en lien. Là, on vient aussi de pouvoir prendre quelqu'un en licence pro sur la fabrication additive. Enfin, on a vraiment des domaines divers et variés, mais ce qui est encore plus compliqué pour nous, c'est de trouver la bonne personne qui, en effet, est d'accord de pouvoir se délocaliser une partie de la semaine, enfin, ou de son temps de l'année dans un secteur rural du sud meusien, avec parfois des difficultés pour se loger, pour y venir, et devoir se loger également à proximité de son école pour la partie scolaire. Et puis voilà, trouver la personne qui s'intéresse aussi au sujet qui est le nôtre. Donc voilà, il n'y a pas d'école en particulier. On a cherché vraiment dans différents domaines. Toute la partie R&D, ça a été aussi assez compliqué, mais on ne cible pas d'école en particulier, en fait, nous. Pour répondre à la question. Et par rapport au développement du télétravail que l'on a vu durant la période de confinement, est-ce que le télétravail, pour vous, ça peut être une solution pour attirer des personnes dans vos entreprises? Nous, en ce qui nous concerne, pas. Alors, on a pratiqué pendant cette période compliquée, pendant cette crise sanitaire, on a pratiqué sur certains postes le télétravail, mais pas dans tout ce qui est recherche et développement et innovation. On a donc depuis quelques années maintenant, pratiquement 10 ans, notre prototype qui est là. Il faut être au pied de ce prototype. On est des enfin moi en tout cas, nous sommes des industriels et il faut être au pied de cet outil pour pouvoir le comprendre, comment dire, l'ingérer, le digérer et pouvoir en tirer ce qu'on doit apprendre, les connaissances que l'on doit en tirer. Il faut pour ça être directement sur le site de production. Après, ponctuellement du télétravail, pourquoi pas? Oui, ponctuellement, on en fait, mais pour nous, ce n'est pas la solution en tout cas. En plus, on a des difficultés qui sont encore d'actualité, qui peuvent pour certaines personnes en France ne pas se comprendre, mais on a d'énormes difficultés pour Internet. On capte très peu au niveau de la téléphonie mobile. Il y a encore des coins en France où Internet et la téléphonie mobile, c'est encore des grosses difficultés. Alors même s'il y a plein de projets en cours, ça va, voilà, la fibre arrive, il n'y a pas de problème, ça arrive. À mon avis, à 1 an ou 2 en retard, mais ça arrive. Mais pour nous, par exemple, là, à l'heure actuelle, pour réussir à faire partie de cette conférence, j'ai dû demander à mes collaborateurs de ne pas aller sur Internet. Voilà, donc on a quand même des difficultés qui font que le télétravail et donc la prise de main à distance de son poste de travail est assez compliqué. Voilà. Alors, je partage totalement ce qui vient d'être exposé sur tous les points. Le télétravail est effectivement une solution pour aborder certains sujets, mais avant tout, on reste des industriels. On a un outil industriel. Il faut être au pied de cet outil industriel pour le mettre en action. On produit
du charbon, des composants de fixation, peu importe, il faut être sur les équipements de production et même les services qui sont connexes à la production doivent être en interaction souvent directe. Donc, le télétravail ne peut être que géré que sur des projets qui sont un petit peu déconnectés du quotidien de production et à temps partiel parce qu'on voit aussi qu'on a besoin d'un certain lien dans les équipes. Donc, le télétravail ne répond pas pleinement à ça. Ça a certaines vertus, mais dans un cadre qui doit rester limité. Je fais juste un parallèle sur nos clients et sur la notion de télétravail. On travaille beaucoup avec les équipementiers et constructeurs automobiles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des équipes R&D qui sont totalement en télétravail chez certains constructeurs et c'est assez impressionnant de voir comment la dynamique de développement est arrêtée. Les problèmes industriels, les problèmes techniques nécessitent en général une somme de compétences qui ne sont pas contenues dans une seule personne et qui sont plutôt contenues dans une équipe. Et le fait de créer une distance forte entre les personnes plus entre l'outil physique que représente l'outil industriel fait que derrière, ça marque un coup d'arrêt et on le voit sur certains projets avec nos clients. Donc, nous, c'est une problématique en termes de développement, parce qu'on travaille beaucoup sur des nouveaux véhicules et sur des avancées technologiques que les constructeurs sont en train de mettre en œuvre. Et c'est un frein. Donc, le télétravail a des vertus, mais dans un cadre restreint. C'est notre vision. Merci pour vos réponses. Je vais prendre une dernière question. Est-ce que vous pensez pouvoir attirer des étudiants étrangers et menez-vous des actions marketing en ce sens, orientées notamment vers des pays francophones? Alors, pas d'action particulière. Par contre, c'est vers les étudiants, mais c'est vrai que c'est un sujet qui va nous concerner puisqu'on est une activité qui a vocation à nous faire se développer beaucoup à l'export. Donc, ça sera un sujet. Après, je pense qu'à la limite, nos problématiques de territoire sont peut-être moins prégnantes aux yeux d'un étranger qui arrive. Bon, c'est sûr que des personnes qui viennent de l'étranger arrivent plus facilement vers la capitale, mais une fois qu'on dépasse le cadre de la capitale, je pense que nos problèmes de territoire ne sont pas complètement maîtrisés. Le frein est peut-être moins marqué. Pour vous, Madame Simon? Alors, ouais, un peu de mal à réactiver le micro. Nous n'avons pas essayé, de rien fait pour tout ce qui était étudiants étrangers en ce qui nous concerne. Personnellement, je pense que la barrière de la langue pourrait assez vite se montrer chez nous, en tout cas, puisqu'on a quand même ici la majeure partie de l'équipe. Donc, outre le secteur R&D où en effet là il y a quelques post-bac, des bac plus 3, des bac plus 5, sinon le reste de l'équipe ce sont des gens avec assez peu de formation et où je pense que la barrière de la langue serait clairement un frein pour l'intégration dans l'équipe, pour l'analyse au quotidien de ce qui peut se passer sur notre outil de travail où on a des opérateurs de production qui n'ont pas de compétences linguistiques autres que la nôtre. Merci pour vos réponses. On vient d'évoquer le fait que peut-être le développement des infrastructures Internet était insuffisant sur le territoire. Qu'en est-il des infrastructures de transport? Je crois également que le projet Parkinov va permettre potentiellement aussi un réaménagement ou de nouvelles voies routières, voies ferrées, etc. Donc finalement, on en revient à la question de l'attractivité. Comment favoriser l'attractivité de votre territoire et quel pourrait être le rôle de la région Grand Est dans l'attractivité de votre territoire? Je passe peut-être d'abord la parole à Madame Rouleau. Oui, on va peut-être repositionner quand même le territoire. Effectivement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'axe autoroutier qui traverse effectivement ces territoires. Par contre, sur les 3 bassins d'emploi, on a quand même des axes ferroviaires et routiers qui facilitent quand même les échanges avec les autres territoires de la région Grand Est, normalement aussi, et avec l'Île-de-France.
On a un arrêt sur la gare TGV à Vitry-le-François, on a une gare Meuse TGV aussi sur Sud-Meuse. Bon, la nationale 4, effectivement, qui facilite les échanges entre le nord et l'est. Par contre, effectivement, comme le disait Madame Simon, quand on veut faire des échanges intra-territoire, sur les territoires ruraux, là, on est confronté à un déficit, effectivement, d'infrastructures, de mobilité, je dirais, intra-bassin. Donc, la région Grand Est, effectivement, a cette compétence, notamment pour les transports de personnes, notamment scolaires, aussi sur le ferroviaire. Donc, il y a des réflexions qui sont engagées sur la mobilité et pour faciliter cette mobilité. Donc, les travaux, effectivement, sont en cours, en ayant justement une veille par rapport aux problématiques de territoire, voir si à chaque fois qu'on peut apporter une réponse spécifique, si elle peut être mise en œuvre. Je veux dire, la région a une oreille attentive. Monsieur Grosjean, Madame Simon. Alors, en ce qui nous concerne, nous, c'est vrai que le développement de CIGEO, si CIGEO se fait sur notre secteur géographique, va permettre de l'amélioration des axes routiers, va permettre logiquement l'aménagement de l'axe ferroviaire également. Alors, reste à savoir s'il va réellement être ouvert aux autres entreprises pour qu'il y ait réellement un intérêt. Est-ce qu'il va réellement y avoir cette gare multimodale en amont d'Andra? Ça restera, enfin, de CIGEO, ça reste encore à valider. Mais il est clair que ces aménagements vont être des accélérateurs pour les entreprises. Ça, c'est indéniable. Nous, en ce qui nous concerne, nous, et il est clair qu'en ce moment, la région fait les choses pour que ça avance. J'en suis bien consciente. Mais en ce qui concerne Carbo France, nos besoins, c'est maintenant. C'est pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans à l'arrivée de CIGEO. Nous, on a pris peut-être un peu trop d'avance, j'en sais rien, même si à mon goût, il n'y en a même pas assez. Mais on a ces besoins maintenant et c'est vrai que nous, on est confrontés au fait que le secteur géographique n'est pas encore prêt puisqu'il se prépare pour des gros dossiers comme CIGEO, mais pas des petites PME comme nous. Je veux dire, ce qui est logique aussi, on ne peut pas investir les mêmes sommes pour des entreprises de taille différente. Donc, en ce qui nous concerne, nous, ça sera un poil trop tard. Mais il est clair que pour le reste des autres entreprises sur le dossier Parc Innov, ces aménagements d'infrastructures vont être très importants et vont forcément être les bienvenus pour faire venir les entreprises. Ça, c'est indéniable. Et pour finir, nous, le Meuse TGV, il est clair, fait que le département meusien est à 1 heure, enfin 59 minutes de Paris-Est, c'est génial, mais Cargo France se trouve à 1 heure de la gare Meuse TGV. Donc, je mets autant de temps à aller à la gare TGV qu'à aller à Paris. Donc, c'est déjà très, très bien. C'est une amélioration qui date d'une petite dizaine d'années, qui est formidable, mais qui n'est pas encore assez desservie sur le côté Meuse, en fait. Hein. Aussi bien nord que sud, on est un peu trop éloigné, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, enfin, simplement de confirmer le propos, il y a une échelle de temps qui est pas la nôtre et je pense qu'il va falloir qu'on vive avec l'infrastructure qui est en place et qu'on trouve avec cette infrastructure des solutions pour pouvoir gérer nos projets et les accélérer. La suite de qui arrivera d'ici quelques années facilitera d'autant plus nos développements, mais en attendant, on doit trouver des solutions à brève échéance et c'est maintenant qu'il faut les mettre en place. Merci beaucoup. Monsieur Racine, vous aviez une question à destination de nos intervenants. Oui, oui, voilà. Non, moi, je me posais la question par rapport au travail et télétravail avec un binôme localement installé auprès de vos outils et en relation avec un ingénieur local qui peut effectivement échanger sur le problème, sur la façon dont, en fait, je veux dire, des solutions peuvent apparaître, quitte à se déplacer de temps en temps. Mais est-ce que ce mixte, l'opérateur local et l'intervenant extérieur en Internet et localement ne serait pas une solution? Madame Simon?
Nous avons un exemple très concret et nous faisons déjà en partie ce que vous proposez, Monsieur Racine, c'est-à-dire que la collaboration avec le CEATech se fait déjà de cette manière-là. Mais encore faut-il trouver la partie, le binôme local, c'est là où pour nous ça a été compliqué. Mais maintenant qu'on a réussi à trouver ce binôme, cet ingénieur au niveau local, il fonctionne énormément en binôme ou même trio avec les CEATech Metz via ce principe de télétravail, c'est-à-dire d'échange informatisé. Quand ça capte bien, quand on a Internet, quand on n'a pas d'autres problématiques, on le fait, oui. Merci beaucoup. Nous avions une question concernant les effets de la crise sanitaire sur votre activité et plus généralement sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur, vous, quel a été l'impact ou les impacts de la crise sur vos volumes de production, quels effets sur l'emploi et plus généralement, quels sont les effets que vous avez pu voir sur votre territoire? Et est-ce que des mouvements de solidarité ont pu émerger entre les acteurs du territoire? Monsieur Grosjean, peut-être? Alors, en ce qui nous concerne, donc la situation qu'on a connue est intervenue au moment où on installait notre outil industriel. Donc, je disais, donc l'origine, enfin, la société est récente. C'est une start-up industrielle qui construit son outil pouvoir migrer sur une partie production. On a commencé ça de manière, on va dire, synchronisée avec la problématique du Covid qu'on a connue. Ça a été un frein pour nous parce qu'on a mis beaucoup plus de temps à mettre en œuvre notre outil industriel que prévu. Beaucoup de problèmes de livraison, du matériel qui arrive que partiellement et donc qui bloque tout le déploiement du projet. Aujourd'hui, on a un outil industriel qui est prêt. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a quand même réussi, malgré le contexte, à déployer notre outil industriel. Par contre, en termes d'activité, alors deux choses. On a un petit peu déconnecté, comme vous avez pu le comprendre, des productions des constructeurs automobiles parce qu'on est en avance de phase et donc on a peu d'applicatifs série pour le moment. Sur les applicatifs série, on a vu une baisse des volumes qui sont assez significatives, avec encore la chance d'avoir un constructeur qui est assez mondialisé et donc qui a lissé un petit peu ces problématiques Covid. Donc ça a évité certains arrêts brutaux et absolus. Par contre, le vrai problème qui est lié aujourd'hui au Covid, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure et celui qui est en lien avec le télétravail, c'est qu'on perd nos interlocuteurs R&D et ça c'est un vrai problème. Alors, qui est un problème en France, en Europe, et même aux États-Unis. Je vais simplement donner un exemple. Dans le groupe FCA, donc on retrouve deux marques aux États-Unis, Chrysler et Dodge, et les équipes R&D vont retrouver le chemin du bureau et donc du travail ensemble, a priori en juin 2021. Et la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et juin 2021 pour pouvoir faire avancer des projets. Donc là, c'est vraiment des freins importants pour nous. Voilà. Mais on a la chance d'être en phase de construction et de développement. Donc l'arrêt ou tout du moins la chute assez importante sur des volumes de production nous a plutôt un petit peu moins impacté que d'autres qui sont déjà très ancrés sur le marché automobile. Madame Simon? Alors, en ce qui nous concerne, il y a le confinement, la crise Covid a été d'un côté un accélérateur, d'un côté un frein. Dans un premier temps, le frein, ça a été un frein sur notre service R&D. Nous avons dû mettre en sommeil le service R&D. Pour la première raison, c'est que nos techniciens terrain du service R&D ont dû être repris par le côté production suite à des absences par doute, peur ou éventuellement
on ne pense pas avoir eu de cas de Covid, mais comme il n'y avait pas de test à l'époque, on n'en sait rien. En tout cas, il y a eu des absences de plusieurs salariés et du coup, nous avons pris dans les techniciens, les opérateurs sur site, sur le prototype donc, du service R&D, nous avons emprunté cette main-d'œuvre pendant plusieurs mois. Donc, nous avons mis en sommeil notre service R&D. Et nous travaillons, comme je le disais, en collaboration avec le CEATech, avec les ingénieurs du CEATech, et eux étaient confinés, et donc en effet des difficultés aussi, impossible pour eux de se rendre sur notre site, et donc des difficultés d'avancer de nos dossiers sur le service R&D. Donc ça, c'est le côté frein pour Cargo France. Par contre, le côté accélérateur, c'est que notre métier, c'est de fabriquer donc du charbon de bois, côté loisirs, à destination des barbecues, et le gouvernement a enfermé les Français chez eux pendant 2 mois avec du soleil. Donc en fait, les Français ont fait des barbecues matin, midi et soir, ce qui fait que nous, pendant le Covid, on a fait plus 100% de ventes. Donc, on a eu des demandes de partout, on n'a pas su répondre à tout. La grande distribution était affolée. En plus, nos clients, c'est la grande distribution alimentaire. Donc, voilà, quand vous avez quelqu'un comme Carrefour qui représente quelques millions de chiffres d'affaires et qui vous dit il faut absolument livrer, il faut absolument alimenter les magasins. Donc, forcément, on a eu beaucoup de demandes et un accélérateur pendant ces 2 mois-là. Ça s'est un peu calmé quand la population française a été déconfinée, mais ça a été encore avec une météo très estivale. Donc, on a eu beaucoup de demandes. Donc, on fait partie des rares sociétés, comme je suppose des fabricants de pâtes, de papier toilette et autres. On a fait beaucoup plus de ventes que prévu. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Madame Rollo, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les effets de la crise sanitaire Oui, les effets de la crise sanitaire, mais sont difficiles à mesurer. Effectivement, j'entendais Madame Simon qui parlait d'accélérateur et de frein. C'est un peu le constat qu'on a fait. Certaines TPE, PME, c'est le tissu essentiel de notre territoire, ont rencontré de grosses problématiques de fonctionnement, de livraison. Certaines se retrouvent en difficulté. Aujourd'hui, on a encore du mal à le mesurer. Pour information, on n'a pas de plan de sauvegarde d'entreprise d'enregistrer, par exemple, dans la Meuse. On n'a pas de plan de licenciement collectif, des signes qui pourraient effectivement nous mettre en alerte. Par contre, dès le déconfinement, c'est-à-dire mai-juin, on a reçu des sollicitations par des entreprises pour de gros investissements dans des matériels de production. Donc, c'est quand même des signes assez positifs. On avait 4-5 dossiers sur notre maison de région sur le mois de mai. Là, on a encore des sollicitations là, très, très récentes. Donc, voilà, on a du mal à se positionner, à mesurer les impacts après la première vague du confinement. On annonce une deuxième vague, effectivement, en termes d'impact. Aujourd'hui, il y a quand même un report de charge aussi qui était encore en termes de délai accordé aux entreprises. Bon, il y a eu des accompagnements aussi par les consulaires de tous leurs adhérents, des cellules de veille qui se sont mises en place à l'échelle des départements à l'initiative des préfets pour vraiment rester en veille et être attentif aux premiers signes avant-coureurs de difficultés d'entreprise pour les soutenir sur les sujets de problématiques RH, de problématiques de réglementation, sur des problématiques de gestion de trésorerie, essayer de trouver ensemble des meilleures solutions pour les aider à passer la crise. Donc voilà, aujourd'hui on reste dans l'expectative, on a des signes des signes positifs, des informations effectivement qui nous laissent entendre qu'effectivement on est dans une période très compliquée et complexe pour certains. On n'arrive pas objectivement à la mesurer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces témoignages. J'invite maintenant l'ensemble des participants à poser des questions à travers le module questions-réponses. Nous avons déjà une question concernant l'implication des EPCI. Comment les EPCI s'impliquent concrètement dans le programme, dans le dispositif territoire d'industrie, et comment articulent-elles leur stratégie économique et industrielle avec justement le plan d'action territoire d'industrie? Peut-être Madame Rollo, je vous donne la parole. Je vais remettre mon micro. Oui, donc comme je vous l'ai dit, on a 8 EPCI. Il faut bien repositionner la dimension de ces EPCI. On a des EPCI qui sont vraiment de taille très modeste et
n'ont pas toutes réfléchi à une stratégie de développement économique, ce qui n'est pas le cas par exemple de la communauté d'agglo de Saint-Dizier qui venait d'Herblès, qui venait justement de finaliser une réflexion et l'élaboration d'une stratégie de développement économique. Donc, comment elle participe? Clairement, on a les élus et les techniciens présents effectivement dans nos comités de projets locaux et groupes de travail. Elles réinvestissent des sujets en lien avec leur stratégie de développement économique dans la démarche territoire d'industrie. Ça a été le cas, par exemple, je vous l'ai cité, du PAC Accueil, clairement, qui était un axe fort développé dans la stratégie, qui était marqué dans la stratégie de Saint-Dizier d'Herblès. C'est d'ailleurs sa directrice développement économique qui a participé, qui nous a aidé, enfin, qui a rédigé la fiche action inscrite dans le territoire d'industrie. Donc, il y a des interconnexions qui vont se faire par rapport à des projets de territoire et les sujets qui sont développés dans le cadre de territoire d'industrie qui est effectivement un accélérateur et qui peut permettre aussi une convergence d'acteurs pour la réalisation des objectifs ciblés dans la démarche. Merci pour votre réponse. Une autre question, est-ce qu'il existe des actions collectives entre entreprises d'un même secteur ou entre secteurs sur le territoire? Ou est-ce que plutôt on a des actions isolées de la part des entreprises dans le dispositif? Alors, en fait, je pense qu'il y a aussi une caractéristique, le tissu industriel étant ce qu'il est, on a des spécialités qui sont assez affirmées. Donc, sur un même secteur, c'est quand même difficile de trouver, je dirais, parfois des dynamiques communes. Par contre, ce qu'on arrive à faire, c'est à poser certaines problématiques qui concernent différents métiers et à travailler ensemble. À s'inspirer de ce qui est fait par d'autres. Tout à l'heure, j'évoquais ce qui s'est fait avec Safran. Voilà, on s'inscrit dans des choses qui ont été mises en œuvre sur les territoires avec succès et on essaye de s'inspirer et de faire évoluer le process pour l'adapter à nos tailles d'entreprise. Nous, en ce qui nous concerne, en effet, on collabore régulièrement avec des confrères, en tout cas pour des problématiques de dynamique de vente, par exemple. Je disais tout à l'heure que la grande distribution relocalise énormément ses achats en France vers de l'éco-responsable, du propre, du sourcé, du biosourcé. Et c'est vrai qu'on a d'autres confrères qui sont comme nous, qui sont en plein investissement pour développer aussi leur outil de production, car il y a énormément de demandes, énormément de besoins. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, on travaille ensemble sur des campagnes de communication ou de diffusion. On travaille également avec une ONG qui s'appelait jusque-là TFT, qui sensibilise les enseignes de grande distribution à l'importance de ne pas déforester, enfin de ne pas acheter de charbon de bois issu de déforestation, qui ne respecte pas les règles environnementales et toutes ces choses-là. Avec certains confrères français, on travaille aussi via cette ONG, avec cette ONG, pour sensibiliser nos clients. Donc oui, des collaborations communes entre confrères, nous, il y en a. Par contre, pour tout ce qui est outils de production et tout ce qui est problématique recrutement, ça reste individuel pour chacun en fait. On a quand même, suite à la crise post-Covid, des difficultés de certaines entreprises dans le maintien de l'activité de production. Une entreprise qui fait, par exemple, qui ne peut pas perdre ses compétences, qui a pris du temps à former effectivement ses salariés, qui ne souhaite pas licencier, qui fait du prêt de salariés. Donc, des conventions ont été signées avec des autres entreprises pour des mises à disposition de compétences sur les territoires, pour maintenir ces compétences sur les territoires ou dans d'autres usines, d'autres sites du groupe. Donc ça, c'est un autre exemple aussi de travail partagé. Dans les sujets de réflexion au niveau des territoires d'industrie, il y a le sujet des sables de fonderie qui effectivement est un sujet commun à plusieurs fondeurs. Et un sujet qui pourrait être aussi commun à travailler à terme, c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, et sûrement aussi des connexions à terme malgré des activités différentes, divergentes d'industrie. Oui, toujours dans le même esprit, un participant soulève l'idée de promouvoir des compétences complémentaires à l'échelle du territoire, donc que ce soit fondeur, usineur, micromécanicien. Et plus généralement, ça pose la question, est-ce qu'il est possible d'imaginer
soit un redéploiement des compétences sur un cluster d'entreprise, ou est-ce qu'il y a vraiment un projet voilà, de cluster sur le territoire en particulier? Non, il n'y a pas de projet, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de projet de cluster d'entreprise sur nos territoires. On a quand même des entreprises qui sont relativement disséminées, comme les témoignages ont exprimé avec des activités très différentes. Mais, voilà, ça fait partie aussi des sujets de réflexion sur le sujet de repositionnement des friches industrielles et de reconversion. Il y a peut-être aussi une stratégie plus globale à avoir sur le territoire entre les acteurs, sur, entre guillemets, des concentrations d'activités connexes, sur, autant sur des échanges, des complémentarités en termes d'activité ou tout autre, de proximité géographique. Voilà. C'est une réflexion, mais pour l'instant, il n'y a rien de défini, d'engagé sur ce type d'écosystème. Merci beaucoup. Je donne la parole à Thierry Veil qui avait des questions à vous poser. Merci Caroline. En fait, j'ai deux questions très différentes qui sont des étonnements par rapport à ce que vous avez dit. Alors, les deux questions sont très différentes. La première, vous avez dit à plusieurs reprises, Madame Simon, que vos clients se préoccupaient du Made in France. Alors ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que le nombre de fois où on a eu des interlocuteurs dans cette salle, si je peux appeler salle, la configuration d'aujourd'hui, qui nous ont dit le Made in France ou les achats éco-responsables ou locaux, j'aimerais bien, mais dès qu'on est 3 slotty, plus cher que la concurrence, les gens font d'autres choix. Donc, est-ce que vous avez apparemment bénéficié, vous êtes un des témoins qui disent ça marche, en plus dans un produit dont je n'imaginais pas forcément que ce soit celui sur lequel le consommateur est le plus vigilant, parce que dès qu'on parle du bio, c'est un peu le contenu du produit, alors que le charbon, en principe, on ne le retrouve pas directement dans ce qu'on mange. Donc, c'est plus vertueux de faire attention à utiliser du charbon de bois éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces évolutions que vous avez constatées et comment ça s'est traduit pour vous? Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, ça fait 21 ans que je suis là et le marché, je l'ai vu beaucoup évoluer en 21 ans. On a à un moment été, quand je dis on, je parle de la production française, et en tant que présidente du syndicat national du charbon de bois, je peux me permettre de le faire. On n'est pas très nombreux en France, mais en 20 ans, j'ai vu la profession énormément se décliner dans les 10 premières années, on va dire, de ma venue dans le charbon de bois, a énormément décliné parce que la grande distribution était à ce moment-là dans la course au prix, les années 2000, course au prix, et donc de l'achat de charbon de bois dans des pays pas forcément réputés pour ses forêts verdoyantes, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc là, il y avait une course au prix où le produit d'Afrique et d'Amérique du Sud arrivait sur le marché européen pour à peu près 40% moins cher que notre production. Quand je dis notre, je parle encore une fois de l'ensemble des Français. Mais issus de déforestation massive, avec aucun respect de l'environnement et aucun respect des conditions de travail, bien entendu, avec le travail des enfants, etc., etc. Toutes ces problématiques-là. Nous avons depuis, il y a une petite dizaine d'années maintenant, avec cette fameuse ONG qui s'appelle TFT, Earthworm maintenant, sensibilisé l'ensemble de la grande distribution à ce côté néfaste pour la planète, à ce côté, alors l'avantage qu'une ONG peut avoir, c'est à ce côté très néfaste médiatique que des émissions à sensation pourraient faire remonter en associant une enseigne de grande distribution et la déforestation et également le financement de mafias, etc. Parce que dans les pays comme l'Afrique, c'est clairement le cas. Et ça a clairement fait comprendre à la grande distribution que l'intérêt de devoir revenir à quelque chose de propre et de tracé. Donc cette peur qu'ils ont eue à un moment leur a fait faire demi-tour sur leurs achats. Mais sauf qu'entre-temps, la production française s'était écroulée et on était passé d'à peu près 90 000 tonnes produites en France à 35 000 tonnes que nous faisons actuellement. Mais chaque année, on consomme en France entre 110 000 et 130 000 tonnes.
Donc, il y a un réel besoin, d'où la décision des confrères français qui ont réussi à vivre jusque-là depuis quelques années maintenant, comme Carbonex, comme d'autres, comme les usines Bordet, comme les usines Rousseau et comme nous, à décider d'investir massivement pour redévelopper la production. Donc, nous avons la chance d'avoir des enseignes de grande distribution qui nous signent des contrats pour 2 ans, 3 ans, qui nous engagent des gros volumes parce qu'ils veulent absolument avoir ce produit propre et qui ont été d'accord de remettre un peu plus cher et de réussir à avoir et de pouvoir utiliser ce côté marketing parce qu'il n'y a pas à faire, on communique énormément sur nos packaging entre autres et via les médias pour la grande distribution sur ce côté production française. Il y a les premières grandes enseignes qui s'y sont lancées et l'effet boule de neige arrive quand les grandes enseignes se lancent, les plus petites suivent derrière. C'est ce qui nous est arrivé et c'est pour ça que la profession est en train de se réorganiser. L'effet Covid a aussi accéléré un peu ça parce que forcément, l'import a été beaucoup plus compliqué avec les problématiques Covid. Donc, oui, c'est sûr que les enseignes ont fait demi-tour. Ouais. Voilà ce qui nous est arrivé. Merci pour ce témoignage. C'est extrêmement intéressant et encore trop rare. Donc, si ce genre de mouvement peut se généraliser, évidemment, tout le monde s'en réjouira. Ma deuxième question n'avait rien à voir, elle est plutôt pour Madame Rollo. Vous nous avez montré dans vos transparents du début que vous aviez dû monter le projet de territoire d'industrie à marche forcée entre le moment où le dispositif a été proposé et le moment où il fallait proposer et signer des contrats avec l'État. Donc forcément, dans ce cas-là, il faut faire vite avec les volontaires qu'on trouve. Ceux qui sont les plus lents à la détente sont pas dans les premiers wagons et j'imagine que ça peut créer ensuite pas mal de frustration. Vous avez parlé des élus locaux, je crois à Saint-Dizier, qui ont joué le jeu à fond. Peut-être que d'autres n'ont pas su embarquer aussi vite. On a 2 industriels qui ont joué le jeu à fond, mais finalement, moi je connaissais le territoire plutôt comme une terre de fondeurs, de métallurgistes. Est-ce que cette composante traditionnelle du territoire n'a pas été un peu frustrée de ne pas être identifiée dans les projets majeurs? Enfin, comment est-ce que vous avez géré cette urgence et comment gérez-vous maintenant les éventuels dégâts collatéraux que ça a pu créer? Alors, l'avantage de nos territoires ruraux, c'est, comme je vous l'ai dit, on n'est pas très nombreux, donc on se connaît quand même par d'autres réseaux, et quand même les élus du territoire de toutes les Comcom des 8 se sont quand même tout de suite réagi et répondu présent. Donc, du côté élu, il y a eu un investissement, une présence de tous les acteurs, des équipes de leurs techniciens aussi, qui ont été aussi présents. Du côté des entreprises, des industriels, donc les fondeurs, on a des fondeurs qui sont arrivés dans un deuxième temps, mais qui ont rapidement raccroché le wagon, entre guillemets, pour être dans le projet. Après, voilà, il y avait aussi des choix à faire. Le temps de dérouler, vous l'avez vu dans le processus, première réunion le 16 mai, les fiches à produire pour le mois de juillet, il fallait quand même se concentrer sur les premiers sujets qui avaient émergé, qui étaient les sujets de réflexion en veille déjà ou en gestation sur le territoire. Justement, moi, je pense là dans cette deuxième phase, vous indiquez qu'on allait prendre un peu de hauteur sur 2 sujets de réflexion déjà sur les friches et l'attractivité d'ici la fin d'année. On est aussi doté de peu de moyens, peu d'ingénierie. On ne peut pas non plus s'attaquer à tous les fronts si on veut les mener aussi correctement et les faire aboutir et avec le degré de réflexion qu'ils me demandent. Donc, après, la frustration, elle sera posée aux entreprises, mais je n'ai pas l'impression, quand on les a rapprochés, qu'ils se sont investis, qu'ils ont participé, effectivement, qu'il y a eu souvent une frustration. Au contraire, je pense aux entreprises GHM, Ferry Capitain, qui étaient présents, qui sont des fondeurs historiques, qui se sont retrouvés, effectivement, dans cette démarche. Après, c'est toujours difficile de mobiliser effectivement les chefs d'entreprise, surtout aussi, je pense, dans cette période post-Covid. Ils ont aussi des préoccupations qui sont autres la première activité, c'est effectivement de faire fonctionner leur outil de production, leur entreprise, et de trouver cette disponibilité. Donc, je vous dis, on a un noyau de 5-6 et ça va être de toute façon le questionnement et le sujet de renouveler
ce potentiel d'entreprise à s'engager dans la démarche. Ça, clairement, c'est un sujet. Et je n'ai pas encore la solution, mais on a l'appui des territoires, des élus et des sous-préfets et des référents de l'État qui essaient aussi de leur côté de relancer les partenaires, de les sensibiliser à l'intérêt de s'intégrer dans cette démarche qui, comme les témoignages l'ont noté ce matin, sont quand même sur certains volants facilitants et concourent dans tous les cas à mettre en lumière nos territoires. Merci beaucoup, Madame Rouleau. Je vais donner la parole à Michel Berry de l'École de Paris du Management. Vous avez parlé d'investissement pour une société, de développement pour une start-up. Je voulais savoir comment vous financez vos investissements et vos développements. Qu'est-ce qui relève d'investisseurs, de la BPI, des banques, et est-ce que la dynamique des territoires d'industrie facilite le financement de vos projets? Je pense que les réponses ne sont pas exactement les mêmes pour une start-up et pour une entreprise établie depuis longtemps. Oui, alors je vais commencer sur les sujets start-up. Alors nous, on a, comme vous avez compris, une approche qui est quand même fondée beaucoup sur l'innovation. Il y a beaucoup d'investissements qui sont liés à l'innovation, donc que ce soit en amont sur la recherche et le développement des produits, sur la montée en maturité des innovations. Donc, l'investissement est lourd avant d'avoir un retour du marché, mais qui est absolument nécessaire pour pouvoir positionner des produits de ce type-là. Donc, deux choses. On a financé le projet donc sur fonds propres en ayant une approche très efficiente, on dira ça comme ça, sur les méthodes de recherche. Et puis, très rapidement, on a présenté les concepts au marché. On va dire plutôt que ce qu'on aurait fait si on avait eu les moyens entre guillemets de porter nos innovations. Déjà pour valider l'intérêt des innovations avec le marché. Tout de suite, on a eu des retours qui étaient marqués positivement. Donc ça donnait un certain élan. Et ce qui a donné aussi un coup d'accélérateur, c'est aussi la structure, des structures donc de centres techniques type IRT qui sont sur les territoires, décrites, enfin différents centres techniques qui ont aussi identifié l'intérêt des innovations, qui ont présenté l'innovation aux industriels avec lesquels ils travaillent. Et ça a permis de monter des projets collaboratifs. Donc, de financer le développement de nos solutions, de trouver aussi des pistes de marché qui sont associées. Et donc ça a mis en lumière les innovations. Ça, c'était la première phase. Donc, entre guillemets, c'est pas de l'argent qui arrive dans l'entreprise, mais c'est de l'argent qui sert à développer les technologies. Et l'étape d'après, ça a été donc d'investir sur l'outil industriel. Vous doutez que c'est pas une chose qui est négligeable pour une start-up. Le sujet des fonds d'investissement était un sujet j'ai volontairement mis de côté pour garder la main sur le projet et puis sur les choix stratégiques qui y sont associés. Donc, l'idée était de chercher des marchés sur le savoir-faire industriel de la start-up, entre autres avec, comme je l'évoquais, le Volvo, où on a vendu un savoir-faire industriel qui nous a permis de prendre des marchés et donc d'avoir des applications série et donc d'avoir des marqueurs forts sur la capacité à porter l'innovation chez les clients finaux. Une fois qu'on a eu ça, on a eu l'attention des banques alors qu'on a été chercher et l'appui aussi d'un réseau qui s'est constitué. Et donc là, aujourd'hui, le financement, c'est un financement 100% bancaire, donc classique, bien sûr, qui est abondé par BPI, qui est là pour soutenir l'innovation. Et d'ailleurs, ça a été, alors on a eu des problèmes parasites il y a quelques temps en arrière qui vraiment bloquaient le projet parce que BPI, du coup, en conséquence de ces problématiques-là, ne se positionnait pas sur le financement du projet de Gaming Engineering. Donc, les banques classiques ne suivaient pas sans la tête de pont qui est BPI. Une fois que ce problème parasite a été réglé, on a pu engager les investissements
et les banques se sont positionnées. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une capacité à construire un outil industriel. Donc c'est ce qu'on a fait sur cette année. En fait, c'est vraiment tout frais et en capacité de construire un bureau d'études qui va nous permettre de nous développer et de porter nos innovations auprès des constructeurs, que ce soit en France ou à l'international. On a eu une séance avec Arnaud Montebourg il y a un certain temps qui nous a parlé de son expérience de ministre de l'Industrie et qui disait finalement ceux qui décident en France, ce n'est pas les banques, c'est BPI. BPI soulage la responsabilité des banques et on est dans un système qui peut tourner la tête, quoi, qui peut… Moi, j'ai eu justement avec cette, pour souligner ce que vous venez de dire, moi, je vous dis, mon projet était totalement bloqué, alors que j'avais un retour marché qui était extrêmement positif. Et ce point de blocage, c'était effectivement parce que BPI n'intervenait pas sur le projet et en raison de ces problèmes parasites. Et donc, dès lors que ça a été résolu, que BPI s'est intervenu, la machine s'est complètement débloquée et on est passé d'un stade de 0 à la construction d'une unité industrielle. Donc, vous travaillez avec des banques plutôt frileuses qui deviennent allantes quand BPI dit go. Oui, alors par contre, ce que je souligne, c'est que contrairement à une entreprise standard, on a des investissements qui sont quand même lourds. On est synonyme certes de potentiel, mais le potentiel, c'est pas ce qu'est Carbo France, qui a déjà transformé l'essai depuis plusieurs années. Donc la notion de risque est quand même plus forte. Et ce que je tiens quand même à souligner, dans notre cas, c'est que une fois que BPI y allait, ils y sont allés aussi. Et ce n'était pas forcément quelque chose qui était gagné d'avance parce qu'on a plutôt un profil normalement qui invite au fonds d'investissement et à la prise de risque. Et ça reste un exemple particulier parce que dans la majorité des cas, là où je vous rejoins, c'est que les banques sont assez frileuses et peut-être trop, surtout sur des sujets industriels qui ont une contrepartie sur le territoire qui est assez forte parce qu'une fois que l'outil industriel est ancré sur un territoire, il n'a pas vocation à le quitter, quoi. Donc, voilà. Et start-up, ça fait rêver beaucoup de monde, mais industriel, ça douche l'enthousiasme parce que les passages à l'échelle et tout est plus compliqué pour une start-up industrielle que pour une start-up du numérique. Voilà, oui, on a eu cette problématique qui était forte. On est en train de la surmonter. On est dans cette phase où les problèmes, les enjeux de l'entreprise sont encore devant nous. Comme on l'évoquait tout à l'heure, on a nos problèmes de foncier sur nos deux projets. En ce qui nous concerne, c'est un vrai enjeu. On va chercher les contrats pour pouvoir travailler l'avenir et envisager de construire un bâtiment. Mais pour pouvoir, entre guillemets, se positionner auprès des constructeurs automobiles et de donner des engagements, faire des offres, on a besoin de préparer ça, quoi, et pour être prêt à appuyer sur le bouton. Et c'est là où la fiche territoire d'industrie et tout le support qui est associé à cette fiche-là a du sens parce que on a des interlocuteurs qui sont autour de la fiche, on est une écoute et on prépare ce que va être notre avenir. Donc, c'est assez structurant pour nous et c'est un vrai support dans notre projet. Donc ça répond à tous les écueils que vous soulignez. Ouais. Et pour Nadège Simon, le gros investissement a été financé facilement? Alors, nous, il y a deux phases. Il y a depuis une dizaine d'années la phase recherche et développement et prototypage que nous finissons. Donc cette phase, ce n'est que de l'autofinancement et le soutien du GIP Objectif Meuse. Nous avons réussi à obtenir des subventions. Le crédit impôt recherche? Le crédit impôt recherche? Non, nous n'avons pas passé par le crédit impôt recherche. Nous avons la chance sur notre secteur géographique d'avoir la possibilité d'obtenir des subventions via le GIP Objectif Meuse qui nous a soutenus à chaque fois et qui nous a permis de porter ce projet aussi lourd pour une petite PME comme nous. C'est un projet à plusieurs millions, rien que la recherche et développement. Donc, heureusement, ils nous ont soutenus. En dehors de ces soutiens, c'est de l'autofinancement pour la R&D. Maintenant, le projet d'investissement sur le nouveau site, bien entendu, et je rejoins Maxime, BPI fait la pluie et le beau temps, même quand nous sommes industriels depuis 27 ans. Forcément, arriver à leur faire croire en notre projet et leur montrer un portefeuille client qui n'arrête pas de s'étoffer, des rentabilités qui sont présentes. Forcément, nos banques étaient d'accord de nous suivre, mais il y a
toujours cette cette ombre qui plane, qui est BPI. Si BPI ne suit pas, les banques forcément auraient été beaucoup plus frileuses sur les sommes à prêter, forcément. On espère aussi, encore là on est en pourparlers, mais on espère aussi toujours pouvoir avoir ce côté subvention. La région, GIP, Objectif Meuse, toujours de la même manière, et voire d'autres. Forcément, on travaille aussi sur ce volet-là, mais BPI, je suis d'accord avec Maxime, c'est le premier acteur qui fait que les choses se révèlent positives ou pas. J'imagine que pour la BPI ou pour les banquiers classiques, vendre l'idée que dans un domaine aussi traditionnel que le charbon de bois, on va faire de l'innovation décisive, ça ne doit pas être simple. Non, c'est pas si compliqué en fait, parce que on leur prouve via notre prototype, encore une fois, qu'on a réussi à améliorer de 25% nos rendements en matières premières. Notre outil actuel a 27 ans, donc il n'est pas ultra moderne, mais tout ce côté modernisation, gestion des flux totalement différentes et automatisation qui vont être mis en place dans notre nouvelle usine, forcément ça attire. Voilà, ce côté éco-responsable que nous pouvons réussir à mettre en place, ce côté création de cogénération, création de chaufferie biomasse, tous ces secteurs-là, et tout ça par la valorisation de nos déchets d'énergie, de notre excédent d'énergie, forcément, tout ça, ça attire des secteurs comme BPI et comme les banques. Ce côté green, play. Et pour compléter, c'est vrai que autant ça a été difficile au départ, mais une fois que le sujet et le projet a été pris en compte par BPI, là on voit qu'il y a même à l'intérieur même de BPI une propagation du projet qui se fait, des outils qui arrivent et qui se mettent en place, et là il y a un suivi. Donc il y a peut-être une première marche qui est parfois un petit peu difficile. Alors c'est la compréhension des spécificités de chacun de nos métiers, parce qu'on a tous des projets qui ont des particularités et donc qui font qu'il y a un temps d'étude et un temps de prise de décision qui est important. Mais je dois dire qu'une fois que c'est lancé, on a quand même un soutien qui se met en place. Alors qui en plus, donc nous on a la chance sur le territoire d'avoir effectivement le GIP qui vient abonder par rapport à tout ça, et c'est une chance. On a fait état tout à l'heure des problématiques qui étaient les nôtres sur le recrutement, pour faire venir les équipes, donc qui sont des problématiques réelles et sur lesquelles on est obligé de se battre au quotidien. Mais on a fort heureusement, il faut le souligner, quelques avantages qui seront là pour justement nous permettre de vendre des choses qui sont pas existantes ailleurs, pour pouvoir attirer du monde sur le territoire et d'avoir des projets avec une dynamique comme celle-là. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce qui fait venir mes jeunes ingénieurs. C'est de voir la dynamique du projet, le sens qui est associé à ce projet-là. Et ça, c'est réalisable parce que effectivement il y a des banques, mais parce qu'il y a aussi des supports GIP, il y a la région qui accompagne dans le financement des équipements, et donc du coup on est capable de présenter un projet qui a une vraie substance et sur lesquels les nouvelles recrues ont une capacité de se projeter, et de se projeter au moins sur du moyen terme. Donc, c'est ce qu'on veut faire déjà, parce que le long terme, c'est toujours compliqué, mais au moins qu'ils se projettent sur du moyen terme et qui commencent à s'ancrer sur le territoire. Puis après, on travaillera le long terme Juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez demandé un PGE? Alors, me concernant, non. Non? Non plus, non. Et toujours en lien avec la question du financement, on a une question de la part d'un de nos participants. Existe-t-il une initiative en faveur des business angels sur le territoire pour financer les PME innovantes? Est-ce que c'est un moyen de financement entre justement les banques traditionnelles, l'apport de la BPI et puis historiquement sur le territoire quand même les grandes familles industrielles? Je ne pense pas, enfin en tout cas j'en ai pas connaissance. Et c'est vrai que alors là c'est un point de différenciation. Contrairement à ce qu'on peut retrouver sur d'autres territoires,
Donc, j'ai des fonctions désormais dans la French Tech et ce côté business angel. Alors là, je parle plutôt pour la partie startup, est très connu dès lors qu'on est sur des centres qui sont urbains. Dès qu'on s'éloigne de ces centres urbains, il n'y a plus la présence de ces business angels qui sont là pour soutenir les projets, ou en tout cas, ça se fait moins automatiquement, et c'est un point de difficulté pour ceux qui voudraient faire émerger des nouveaux projets en partant de zéro. Après, je ne suis pas sûre que la proximité des business angels soit nécessaire, enfin, des structures mises en place pour présenter ça. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement nécessaire. Je veux dire, si on a besoin, si on souhaite passer par ce genre de biais, il nous est possible de nous renseigner outre nos frontières de territoire d'industrie ou locales ou rurales. Alors après, il y a des structures qui font que, enfin, surtout pour ceux qui démarrent de zéro, ça facilite effectivement l'étape d'amorçage, et c'est ce qui est un petit peu manquant sur nos territoires. Après, effectivement, l'information, elle n'est pas non plus inaccessible, mais c'est un petit peu de structure pour ceux qui démarrent vraiment de zéro, où effectivement, qu'on aille sur Metz, Nancy, on retrouve vraiment des plateformes qui vont favoriser l'émergence de nouveaux projets. Et ça, on ne l'a pas sur notre territoire. Et je pense que ça pourrait être un sujet intéressant à travailler pour faire monter de nouveaux projets, mais qui ne s'exportent pas directement pour commencer à Nancy, à Metz ou dans d'autres zones, mais que ça soit réalisé depuis le territoire. Oui, plus généralement, l'avantage qui est associé à ce type de financement, c'est justement le fait que la proximité géographique soit créateur de confiance et de liens, en fait. Une émulsion qui se crée autour de ça. Ça peut être vu justement comme un facteur de difficulté pour obtenir des financements. Cette perte justement de proximité, le fait qu'au sein des banques, on ait des conseillers bancaires qui tournent à peu près tous les 6 mois. Oui. On a cette absence de relation de long terme qui, au contraire, est recherchée sur un territoire pour pouvoir ancrer une activité de manière pérenne. En fait, c'est une question de porosité avec le reste de l'écosystème, et c'est vrai que c'est difficilement mesurable, mais dans les faits, là encore une fois, le fait d'avoir des contacts réguliers, le fait d'avoir une proximité avec ces acteurs-là qui viennent dans les incubateurs et autres, fait que des sociétés qui sont émergentes et des startups qui sont émergentes dans ces zones-là sont d'autant plus appuyées parce que tout le monde, elles sont plus connues et elles ont une actualité qui est plus facilement accessible à l'environnement. Oui, on a un de nos participants qui donne l'exemple de la Dordogne, qui visiblement a structuré une approche territoriale qui met justement en contact les business angels locaux et les PME, et il précise que ces business angels locaux sont principalement des capitaines d'industrie, des banquiers locaux et aussi des amoureux de la Dordogne qui viennent en vacances. Donc après, c'est une possibilité, mais ça reste à construire. Pour finir le séminaire, je vous propose de vous laisser à chacun la parole pour vous demander finalement quelle est votre prochaine échéance. Est-ce que vous avez un projet d'investissement? Est-ce que vous avez je sais pas, un projet de recrutement? Madame Simon, peut-être, pour commencer? Alors, en ce qui nous concerne, projet d'investissement, oui, puisqu'on est en pleine conception du nouveau site, donc on est vraiment dedans. Nous, nos 2 prochaines années vont être fort chargées quant à… on finalise la partie administrative, on va dire, et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc oui, tout ce qui est investissement, maintenant, on va pouvoir enfin mettre en action tous nos 10 années de R&D et d'investissement financier et humain dans cette partie-là. Donc, j'irai, nous, en ce qui nous concerne, pour une petite PME de 40 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est déjà ça pour nos 2 prochaines années, nous. Monsieur Grosjean?
Alors, me concernant, on a aussi effectivement sur les 2 prochaines années des sujets qui sont assez intenses. On a déjà, comme je l'ai dit, donc récemment investi dans l'outil industriel qui est aujourd'hui en action. On va augmenter nos capacités de production et doter notre outil industriel d'autres équipements qui sont complémentaires, donc continuer notre développement. Et puis, au-delà de cet investissement purement dans les équipements, on fait l'investissement dans les équipes et dans la formation qui est associée. Et on est aujourd'hui dans un bâtiment qu'on loue et dont les murs vont être trop proches les uns des autres pour pouvoir accueillir l'ensemble des équipements sur lesquels on souhaite se positionner. Donc, il y a aussi ce sujet effectivement de construction d'un nouveau site industriel. Madame Rollo, quelle est la prochaine étape dans la mise en place du dispositif territoire d'industrie? Comme je l'ai lancé, donc il y a un point comité de projet local qui était programmé le 30 septembre. Donc c'est de tenir ce comité, de faire un point sur l'état d'avancement des fiches d'actions et surtout d'essayer de relancer effectivement des sujets avec une hauteur de réflexion puisqu'on sera plus contraint par un timing très impactant par rapport à des échéances de signature de contrat ou quoi que ce soit. Et donc, c'est de travailler sur ces 2 sujets, notamment la reconversion des friches et l'attractivité du territoire d'ici la fin de l'année pour définir, arrêter de nouveaux groupes de travail en apportant une ingénierie, une expertise, des supports méthodologiques et outils au territoire. Voilà, essayer d'avancer toujours de manière concertée et surtout d'essayer d'emmener aussi de nouvelles entreprises et de nouveaux projets à travailler et à développer. Merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants pour avoir accepté de participer à ce 10e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie. Merci également à l'ensemble des participants qui assisté ce matin à ce séminaire. Merci à tous. Je donne